Grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Il y a une vingtaine d'années, je voyageais en seconde classe dans un train qui me ramenait à Toulouse depuis Rennes via la gare Montparnasse. Un voyage d'avant le temps des smartphones, des tablettes, des SMS et des tweets, avant que les contrôleurs de feu l'IDTGV vous incitent sur un ton faussement enjoué à saluer votre voisin. C'était un voyage qui permettait de s'adonner à cet art inouï, magique, éphémère, gratuit, imprévisible, la conversation avec des inconnus. Ce jour-là, ce fut avec une octogénaire au sourire malicieux. Nous avions entamé une conversation enjouée alors que nous n'avions a priori rien en commun. Cette dame issue de la classe moyenne habitait le 18e arrondissement de Paris depuis son enfance. Tout au long du voyage, cette ancienne commerçante a ressuscité un monde perdu, sans nostalgie, mais avec une vivacité inouïe. Le Paris occupé, le Paris populaire et frondeur des années 50-60, le Paris de Douaneau et de Simenon. Cette dame qui ressemblait à la bonne fée de La Nuit du Chasseur était curieuse de ma vie, de mes projets. Nous avons partagé notre repas et un instant d'humanité. Magie de converser avec ceux qui ne sont pas des semblables à l'heure où nos conversations restent trop souvent confites dans l'entre-soi. Je n'ai hélas jamais revu cette vieille dame extraordinaire et chaque fois que je prends le train, j'espère retrouver ce type de moment. Et ce fut le cas récemment avec Annick, fidèle auditrice de l'émission dans le TGV Paris-Toulouse il y a 4 ans. Le train convoque également chez moi des souvenirs adolescents avec le fameux billet Interrail qui permettait de voyager partout en Europe, de la Suède à la Sicile. Vous l'aurez compris, ce matin nous célébrons les plaisirs de voyager en train, sans occulter évidemment les retards, les bugs informatiques qui peuvent bloquer une gare ou le prix exorbitant de certains billets. En voiture, dans l'Express Grand bien vous fasse qui nous mènera jusqu'à 11h, l'historien Jean Descartes, le romancier Benoît Dutertre et la journaliste Juliette Labaronne. Et vous, pourquoi aimez-vous voyager en train? Racontez-nous vos voyages insolites. Dites-nous également si vous détestez les trajets ferroviaires. 01 45 24 7000. Bonjour Julien Bisson. Bonjour Ali. C'est vous qui remplacez Guillemette Odissino encore à Cannes pour Télérama avec notre camarade Éric Libieux de l'Express. J'espère que vous ferez preuve du même esprit d'escalier que Guillemette. Mais j'espère attention, bien, pour vous parler de quelques trains célèbres. À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi. France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Réby. En voiture ce matin, Jean Descartes, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et l'auteur chez Plomb d'un merveilleux dictionnaire amoureux des trains. Bonjour Benoît Dutertre. Bonjour. Romancier, journaliste à Marianne, prix Médicis, producteur de l'émission Étonnez-moi Benoît, le samedi à 11h sur France Musique. Et vous fêtez d'ailleurs le 20e anniversaire de votre émission. Et il y a quelques années, vous avez publié chez Payot La nostalgie des buffets de gare. Bonjour Juliette Labaronne. Bonjour. Vous publiez un livre merveilleux qui donne envie de voyager partout en France, Slow Train, 30 échappées ferroviaires pour citadins en mal de nature, et c'est publié chez Artaud. Alors Jean Descartes, on commence avec vous. Vous vous décrivez comme un ferrovipathe. Ça veut dire quoi exactement ? Eh bien, j'ai déposé ce néologisme, c'est-à-dire que je suis un malade qui ne veut pas se soigner. Et je vous comprends. Voilà. J'avoue, alors c'est une maladie familiale puisque mon arrière-grand-père ne pouvait pas voir partir un train sans monter dedans. Il connaissait par cœur les indicateurs, les conducteurs de locomotives, les mécaniciens, les chauffeurs à l'époque. Et il s'est même battu pendant des années pour que les voyageurs de 3e classe disposent d'un quai et non pas des rails, comme c'était le cas dans les années 1910 jusqu'à 1920. Donc il avait la spécialité de voyager en 3e classe, d'attendre que le train reparte, puisqu'il avait constaté que seules les premières classes et les secondes classes avaient droit à un morceau de quai. Il tirait le signal d'alarme, le chef de train arrivait, lui disait avec beaucoup de protocole, enfin monsieur le duc, vous savez que c'est interdit. Mon ami, depuis le roi des Français, Louis-Philippe et l'ordonnance de la police des chemins de fer de 1833-34, et c'est toujours valable, il faut des quais le long de la voiture, sauf exception bien sûr. Donc il était conduit au tribunal de police, où il était très connu. Il était relaxé puisqu'il montrait l'ordonnance de la police des chemins de fer, revenait, disait « Au revoir mon ami » au chef de train, à bientôt. Et il a assommé la compagnie de l'Ouest pendant des décennies jusqu'à ce qu'elle cède. Donc nous adorons les trains, alors, les vrais trains. Quand vos parents ou vos grands-parents maternels voulaient vous faire plaisir, ils vous offraient un voyage en train.
Oui, c'est évident. Alors il y avait deux styles de train. Il y avait le train familial de Paris-Briançon, l'un des derniers, sinon le dernier train de nuit aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de desserte aérienne possible, comme on dit, qui était passionnant pour moi parce qu'au sud de Valence, à Livron, il y avait encore la vapeur qui gardait ses droits et je voyais les bielles qui tricotaient de la vitesse. J'étais debout à 5 heures du matin, évidemment. Et puis quand j'étais sage, ce qui était rare, bien sûr, j'ai eu le droit de prendre le train bleu avec mes parents, le seul train de luxe français qui avait une voiture salon, une voiture restaurant, et mon père, Guy Descartes, me disait, regarde bien, il y a des gens dont tu entendras parler plus tard. Alors c'était Grâce de Monaco, Walt Disney, Sacha Guitry, effectivement, j'en ai entendu parler. Alors vous avez eu la chance extraordinaire de conduire vous-même des wagons-lits ? Oui, alors sur le Paris-Istanbul. Oui, j'ai fait un stage de conducteur de wagon-lit, un stage de préparation sur le Lombardie Express Paris-Milan, puis un stage une mission Paris-Istanbul. Ma fonction s'arrêtait par le règlement à Venise et j'avais choisi d'y arriver, j'étais journaliste à Match à l'époque, au moment où le contentieux entre les Grecs et les Turcs a été catastrophique avec l'invasion de Chypre. Il n'y avait pas encore beaucoup de cartes de crédit. Je me suis trouvé à court d'argent assez rapidement, mais je suis arrivé au consulat de France à Istanbul avec quelque chose qui valait de l'or, un billet avec un billet de sleeping, comme on disait chez De Cobra, pour rentrer à Paris que j'ai négocié pour emprunter de l'argent à la République. Alors vous avez animé des croisières en rail en Russie, en Mongolie, en Chine, vous avez voyagé dans le train des volcans à Java, mais vous raffolez également du chemin de fer de la baie de Somme. Oui, qui est très très beau autour de la baie de Somme avec une très belle machine qui est vraiment un bijou. Alors on sait que c'est un train lié au monde maritime, au monde lacustre, aux oiseaux, aux problèmes de marée, etc., qui est très très mignon. J'y ai fait un voyage avec une bouteille de champagne une fois, avec 4 petits camarades. J'aime tout ce qui roule, j'aime les vrais trains. C'est pour ça que je suis furieux des trains français aujourd'hui. Pourquoi ? Qu'on a transformé pour les TGV en avions roulants. Où vous êtes obligé d'être debout à la voiture bar, que j'appelle souvent la voiture bar BA2RE parce qu'on ne voit rien, la barre a été calculée au niveau des yeux. Vous prenez l'équivalent allemand du TGV l'ICE, il y a une vraie voiture restaurant. On m'avait expliqué à la SNCF, non, on ne peut pas à grande vitesse avoir une voiture restaurant. C'est absolument stupide. Et j'aime les vrais trains. Et vous avez eu la chance de monter le 15 novembre 1977 dans la cabine de conduite du tout premier TGV. Oui, du tout premier TGV qui était sur la ligne d'essai La Motte-Morsinx en Aquitaine. Et c'était encore une machine au kérosène. Et je dois dire que c'était impressionnant. C'est là où le conducteur et l'ingénieur qui devaient m'accompagner m'ont révélé qu'à grande vitesse, il faudrait au moins 2 km pour s'arrêter. C'était fascinant parce que il n'y a plus de signaux. Tout est inscrit sur la cabine. Et à l'arrivée, on m'a remis un papier comme quoi j'avais voyagé à mes risques et périls, bien sûr. Et c'est peu après, comme il y a eu le choc pétrolier, que le président Giscard d'Estaing a décidé de convertir le TGV à l'électrique. Jean Descartes, qu'est-ce qui vous fait rêver dans le voyage en train ? Le train lui-même, la gare. J'ai une passion pour les gares. Mon père s'était surnommé lui-même Guy des gares parce qu'il adore. C'est lui qui s'était surnommé comme ça. J'ai toujours aimé les gares, l'atmosphère du départ, de cette révolution au 19e siècle où on s'est acheté une montre, on a appris les horaires, la poésie du départ, les buffets de gare comme celui de la gare de Lyon par exemple, mais Toulouse aussi, enfin les vrais buffets de gare. Et chaque fois que je peux, j'anime des voyages et je prends le train avec vraiment une bonne conscience depuis longtemps et je repars dans un transsibérien spécial en septembre. Vous m'amenez ? Oui, si vous voulez, absolument. Il y a de la place encore, bien que ce soit complet. Je suis ravi, parce que ça, c'est fascinant. C'est une des grandes aventures. 9 jours. Alors, c'est un train croisière qui s'arrête quand je veux, qui va où je veux, si je puis dire. Un train spécial qui roule tous les 2 ans, un matériel de luxe qui permet de mesurer, au bout de 9 jours et 9 nuits, disons, qu'on est toujours dans le même pays et qu'on est passé de l'Asie à l'Europe. Ce que j'aime, c'est la lenteur avec le train. Je n'aime pas l'avion à ce point de vue-là, qui est un déplacement, j'aime le voyage. Benoît Dutertre, Alphonse Allais disait que la trépidation excitante des trains nous glisse des désirs dans la moelle des reins. Et vous, que se passe-t-il dans votre corps et votre âme quand vous voyagez en train ?
Vous savez, j'ai passé aussi ma vie à voyager en train. Je me sens bien dans un train. Par exemple, vous savez, aujourd'hui, on veut absolument remplacer des lignes de train par des lignes d'autocar. Il y a dans le train une régularité du mouvement. Il n'y a pas, vous savez, tous ces carrefours, ces ronds-points, ces feux. Ça s'arrête, ça repart. On a l'impression vraiment d'être sur la route, dans des endroits pas toujours très jolis. Dans le train, c'est comme si on côtoyait, on survolait le paysage et on peut l'admirer avec cette régularité absolue. Et puis on peut se déplacer, et puis on peut manger, et puis on pouvait dormir aussi. On peut faire 1000 choses dans un train. On peut vivre dans un train, dans un autocar. On est serré, on n'est pas bien. Enfin, ça n'a absolument rien à voir. Pourquoi aimez-vous les gares? Vous écrivez que ce sont des monuments vivants dressés au cœur des villes, ouverts sur des horizons inconnus. Et pour vous, les quais ressemblent à un bord de mer plein de promesses. J'aimais les gares, je n'aime pas ce qu'elles sont devenues ou ce qu'elles sont en train de devenir. Les gares, c'était effectivement des grands lieux au cœur des villes, desquels on pouvait partir un peu n'importe où, comme ça, dans le monde. Il y a d'ailleurs, je cite ça dans mon livre, où il y avait un projet des situationnistes qui voulaient qu'on change les panneaux indiquant les destinations des trains de façon aléatoire, comme ça les gens entrant dans un train savaient pas où est-ce qu'ils arriveraient quelques heures ou quelques jours plus tard, mais surtout, c'était des lieux de croisement. Moi, j'ai beaucoup fréquenté, quand j'étais enfant, la gare Saint-Lazare, où il y avait ces grands buffets en zinc, où les gens passaient, buvaient un café, il y avait un clochard, il y avait un homme d'affaires, etc. Tout le monde se croisait dans un hall de gare. Aujourd'hui, les halls de gare sont devenus des supermarchés. Le marketing a pris la place. Ce ne sont plus que des alignements de marques. La gare de l'Est, que j'ai beaucoup fréquenté aussi, avait un merveilleux buffet où on servait des plateaux de choucroute. Aujourd'hui, c'est Häagen-Dazs, une marque, encore une marque de plus. Il n'y a plus que des marques dans les gares et dans les trains qui eux-mêmes sont devenus des marques. Jean Descartes. Je souscris tout à fait à ce que dit Benoît Dutortre. Le pire, voyez-vous, avec les TGV, c'est le non-sens de ces gares qui n'en sont pas, qui sont des haltes en pleine nature, et qui sont des garages, des parkings. Alors ça, c'est la négation. On assassine la vocation du chemin de fer tel que Napoléon III l'avait comprise. Et comme vous le disiez, Jean Descartes, c'est effectivement l'application systématique du modèle aérien. C'est-à-dire que la gare TGV hors des villes, c'est au fond calqué sur une espèce d'aérogare, d'aéroport, alors que justement la gare, elle, était un objet urbain. Juliette Labaronne, votre livre Slow Train vient de paraître. Donc pourquoi ce titre anglais, Slow Train, pour inviter au voyage ferroviaire partout en France? J'assume l'anglicisme. Non, il y a deux raisons à cela. Effectivement, si j'ai choisi ce titre, au-delà du fait qu'il claque bien, c'était pour déjà m'inscrire dans le slow travel, donc dont parlent nos deux autres invités. Alors effectivement, on a réinventé peut-être un petit peu l'eau chaude, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup. C'est une façon de voyager en prenant le temps, en partant du principe qu'en fait le temps de transport n'est pas en dehors du séjour ou des vacances, mais en fait partie. Pour moi, il y a une énorme poésie à voyager. On peut se considérer comme étant en voyage dès qu'on a fermé la porte de chez soi. Donc ce slow movement et le slow travel, c'est des mots anglais puisque voilà, c'est revenu à la mode récemment, mais le livre s'inscrit là-dedans, c'est ça qu'il cultive. L'autre référence, c'est aux slow trains. Donc moi, j'ai été beaucoup inspirée par la littérature américaine de la Beat Generation. Ma mère m'avait initiée, il y a souvent des histoires de famille à cette littérature et c'est vrai que je les ai lus en anglais pour certains. Et Jack Kerouac prenait les trains, c'était tout était possible. D'ailleurs, il faisait ce que faisaient les situationnistes, à savoir qu'ils grimpaient dans des trains sans savoir où ils allaient. Et en américain, le slow train, c'est un train de marchandises, un train très lent. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce livre ainsi. Alors, vous nous proposez 30 échappées ferroviaires, Paris-Nord, Noyelles-sur-Mer, Paris-Gare de Lyon, Morée, Veneux-les-Sablons, Clermont-Ferrand, Béziers. Oui. J'en ai choisi 30. J'ai essayé de les répartir sur toute la France. L'idée étant que les personnes n'aient pas forcément à traverser la France pour aller redécouvrir ces trains. Mon idée était effectivement de détourner les gens des TGV, en tout cas de leur indiquer qu'il existait encore d'autres trains. On l'oublie parfois. D'ailleurs, moi-même, j'ignorais qu'il existait encore des Paris-Lyon qui mettent 5 heures. Jean Descartes. Oui, deux observations. L'erreur a été de vouloir mettre des TGV partout. On a vu des politiciens disant le TGV passe chez moi et quand le TGV est sur une voie classique à 80 à l'heure, c'est ridicule, c'est un non-sens. Et pour compléter ce que disait Benoît Dutortre, c'est ce que vous dites, madame, il y a un élément supplémentaire dans le train, le son. Le son. Ce son continu qui fait partie de la poésie du voyage qui a été remarquablement utilisé au cinéma aussi, en rythme, en musique, comme Honegger, Pacifique 231 et Hitchcock, pour ne prendre que ces exemples. C'est très important, le son
du train. Allez, racontez-nous vos voyages en train les plus merveilleux au 01 45 24 7000. Alexia Rivière et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Beauve. Last Train to London. Suite à un bout de bois qui est un petit peu sur les rails, le train en direction de Marseille aura 2 heures de retard. Grand bien vous fasse. Suite à un mouvement social parce qu'on est énervé et qu'on a envie de faire le pont demain, le train aura 6 heures de retard. Sur France Inter. 10h26 et ce matin on s'intéresse au plaisir de prendre le train. Et vous, pourquoi aimez-vous voyager en train? 01 45 24 7000. Jean Descartes, vous avez donc publié un dictionnaire amoureux des trains. Rien de plus propice que le train pour l'amour. Pour faire l'amour ou pour vivre des histoires d'amour. Oui, alors lors de la première édition de ce livre, j'ai reçu une lettre extraordinaire d'une dame me disant: Monsieur Descartes, oui, vous dites au début, en introduction, que dans les années 60, sur les voies ferrées de la Yougoslavie de l'époque, les aiguillages, tout ça était un peu brutal, un peu dur, outre la symphonie, et vous dites que ça faisait pas d'âme, pas d'âme. J'avais pris soin de mettre une note
disant que j'admettais d'autres transcriptions phonétiques, et la dame me dit précisément dans cette lettre torride, je tiens à vous préciser que c'était pas dame, je m'en souviens, point, c'était mon voyage de noces. Je n'ai pas répondu parce que ça nous entraînait très loin. Ce que je voulais dire, il y a la notion de mouvement dans le train, c'est ça qui est formidable, alors que l'avion, je le répète, qui a des grandes qualités, la question n'est pas là, mais le mouvement et la découverte progressive. Et vous avez remarqué à propos de grève que quand il est question d'un mouvement social, c'est curieux, c'est un mouvement qui immobilise. Comment expliquer ça? Beaucoup de messages, de courriels. Véronique nous dit, j'ai pris le train pour aller en Corée du Nord depuis Pékin, un voyage très lent, 7 heures pour faire 180 km, mais ça nous a donné le temps d'observer le pays sans contrainte et de lier des liens très forts avec nos compagnons de voyage européens. Un plaisir qu'on avait un peu oublié. Marguerite nous dit, prendre le train, c'est voyager vraiment, le vrai train, pas le TGV. Je rêverais de prendre l'Orient Express. Mon grand-père était chef de gare. Et puis Laure nous dit, lorsque j'étais adolescente, vers 2000, c'est la vieille Micheline avec ses wagons fumeurs et ses grandes banquettes qui nous amenaient à l'école. J'en garde des souvenirs impérissables. Bonjour Michel Clarmonté, bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes contrôleur à la SNCF, vous y travaillez depuis 1997 et pour vous le train c'est un formidable laboratoire de vie. Ah oui, on voit de tout. Qu'est-ce que vous avez vu de frappant au cours de ces 22 dernières années ? Ah bah écoutez, j'en ai même fait un livre parce que j'ai vu tellement de choses entre une femme qui se coince, qui veut se faire une couleur et qui se coince la tête dans le lavabo. On a retrouvé une femme menottée dans les toilettes. Il y en a tellement que maintenant il n'y a plus rien qui me surprend. Qu'est-ce que vous aimez dans le train Bah, pour moi, à titre de professionnel, en fait, c'est surtout qu'il n'y a pas de routine. Un coup, on est là, un coup, le lendemain, on est ailleurs. C'est surtout ça, en fait. Et ça me permet de voir des gens, de discuter avec eux. Alors, parfois, on reconnaît des gens, puisque bon, on a des abonnés, donc on sait les habitudes, on sait comment, ce qu'ils veulent, on connaît leurs attentes, donc c'est pas mal. Et pourquoi en tant que voyageur, vous préférez le train aux autres modes de transport? Parce que déjà, c'est un milieu que je connais. Et après, moi, quand je pars en vacances, je pars loin des trains pour couper. Mais autrement, parce que moi, je fais quand même l'équivalent de 3 tours du monde tous les 6 mois. Alors, donc, vous nous avez dit, le train, c'est pas mal. Hein. Ouais, vous nous avez dit hors antenne que, en cas de défaut de titre de transport, vous avez des anecdotes assez savoureuses, de justification. Ah oui, non mais bon, moi j'ai eu un monsieur il y a pas longtemps, il y a vraiment pas longtemps, où le gars il m'a expliqué, il m'a dit moi le minerai pour fabriquer le train il vient de chez moi, donc le train il a un mois, donc je paye pas. Est-ce que vous comprenez tout de même que les gens fraudent, enfin je n'incite pas à la fraude, mais le prix des billets est quand même souvent assez exorbitant. Là, je dois aller à Toulouse en juin. J'ai vu le prix des billets qui est assez. Ça fait fuir, quoi. Ça, je peux comprendre. Maintenant, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'en fait, c'est surtout les péages qu'on paye. C'est surtout les péages. Jean Descartes sur le prix exorbitant des billets de train. Je pense que c'est, si j'ose dire, un frein. Effectivement, je suis assez stupéfait par le prix de certains voyages, de certains trajets, avec des variations que je ne m'explique pas selon les saisons, selon même les horaires et les jours. C'est très dommage parce que, encore une fois, le train a été conçu par les Britanniques avant les Français à cause de la Révolution française, mais ça a été repris magnifiquement par Napoléon III comme un élément du tissu social, économique et technique. Et quand je vois les problèmes de fermeture de gares, de lignes aujourd'hui, c'est un massacre contre la vie des Français. C'est une erreur politique, démographique, sociale, tout ce qu'on veut, car c'est très important, le chef-lieu de canton, la sous-préfecture, les rendez-vous, et ce que nous disions avec Benoît Duterte tout à l'heure, autour de la vraie gare, les commerces, l'hôtel, tous les quartiers. Regardez les grandes gares parisiennes, comment les quartiers se sont déplacés. Donc il faut revenir à la base de la fonction du chemin de fer. Benoît Duterte, l'auteur de La nostalgie des buffets de gare.
Mais simplement, vous parlez du prix, tout ça remonte aussi à ces choix qui ont été faits d'un certain type d'économie dans les années 80 et tout de suite après. Et le TGV en particulier, avec son modèle pour l'achat des billets, le fameux Socrate, etc., c'est-à-dire les prix variables selon le remplissage, etc., c'était évidemment la rupture avec ce qui était la base du train en tant que service public, c'est-à-dire le prix unique du kilomètre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne comprend plus du tout les tarifs, et c'est vraiment un changement de modèle, parce que le train devait être un mode de transport très facile, très accessible, permettant d'aller n'importe où dans de relativement bonnes conditions. On a créé par ce nouveau système de tarification un déséquilibre entre des lignes économiquement rentables et des lignes à l'abandon, qui sont tout ce qui n'est pas le TGV et qui a gardé à peu près l'ancienne tarification. Et tout ça fait une espèce de train à deux vitesses dans lequel le train du quotidien, lui, est totalement à la dérive, avec un état des rames. Moi, je peux vous donner quand même une anecdote qui est importante. J'ai grandi au Havre. Quand j'avais 15 ans, dans les années 80, le temps pour aller de Paris au Havre ou de Havre à Paris était une demi-heure de moins qu'aujourd'hui dans des trains extrêmement spacieux qui étaient les trains Corail, dans lesquels on avait de la place même en seconde classe. Aujourd'hui, le train est en si mauvais état qu'il met une demi-heure de plus pour relier une grande ville à Paris, et dans des conditions d'exiguïté, des espèces de trains bombardiers où ça claque partout, où on est mal assis, etc., où on n'a même pas d'accoudoir. Chacun en première classe, où il faut partager son accoudoir, il y a une espèce de dégradation des trains de la vie quotidienne qui est une véritable catastrophe. Heureusement que les trains de luxe existent encore, mais c'est pas seulement ça le train, voilà. Juliette Labaronne, l'auteur de Slow Train. Oui, concernant les tarifs, effectivement, le train s'est aligné sur l'aérien une fois de plus. On appelle ça le yield management, très exactement. Donc, effectivement, beaucoup de billets sont très chers. Ils sont surtout très chers quand vous voulez partir en même temps que tout le monde. Ils offrent aussi, je vais me faire l'avocat du diable, des tarifs qui sont beaucoup moins chers aux heures creuses. Je vous donne juste un tarif. Je vous donne un tarif entre la gare Montparnasse et Toulouse le 3 juin prochain, en deuxième classe, 173 €. C'est le TGV est absolument hors de prix. Alors, il y a des promos, faut se jeter dessus, faut être sur Internet. De toute façon, faut être sur Internet. Si vous n'avez pas Internet, si vous n'achetez pas vos billets en ligne, aujourd'hui, vous manquez les meilleurs tarifs. Donc, il y a quand même une inégalité. Tout le monde n'est pas très à l'aise avec. Je précise, 173 € en première classe et 121 € tout de même en seconde classe. Alors, on parlait aussi de la jungle des tarifs. Moi, je rajouterais, puisque moi, je me suis penchée dans mon livre Slow Train aussi beaucoup sur les trains régionaux et les intercités. Ça va être encore plus la jungle demain, puisque là, les clients finalement de la SNCF, les commanditeurs, sont les régions. Certaines régions mettent en place des tarifications très avantageuses, des trains à 1 €. On peut traverser les Cévennes pour 1 €, mais d'autres sont beaucoup moins favorables. Oui, mais c'est le contraire de l'esprit du service public et du fameux développement durable dont on nous rabat les oreilles, parce que au fond, comment est-ce que le train contribue au développement durable? C'est en étant facile d'accès, régulier, etc. Et c'est tout ce qu'on a détruit, la facilité d'accès, la possibilité de prendre son billet au dernier moment, ou encore la régularité à toutes les heures, tous les jours, et pas seulement aux heures de pointe des rames que chacun peut donc emprunter pour ne pas emprunter d'autres moyens de transport. Et j'avoue que la généralisation d'Internet pour les réservations, les renseignements, et le non-sens par rapport à ce que doit être le train, le guichet de renseignement, poser des questions, un endroit où on interroge des professionnels. S'il faut tout faire soi-même, ça va aller très très mal. C'est un petit peu comme ça partout. On vous demande maintenant de passer vos produits vous-même à la caisse au supermarché. Je dirais que le train ne fait pas exception. Il suit, on peut le regretter, une déshumanisation très claire. Oui, surtout que dans le même temps, on fait le Grenelle de l'environnement. On nous dit faut soutenir le développement du train, faut soutenir le voyage en train. Et en fait, ça c'est le discours de l'État et la réalité de la SNCF, soi-disant service public, en réalité privatisé de fait dans son fonctionnement, c'est un peu le contraire. Mais rien ne vaut la relation humaine pour demander à quelqu'un si en passant par tel itinéraire ou à tel horaire, ça sera mieux ou pas, quelqu'un qui connaît la ligne, par exemple. Merci beaucoup.
interprété QCC. France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébi. 11h-20 et ce matin on s'intéresse au plaisir de prendre le train. Et vous, pourquoi aimez-vous voyager en train? 01 45 24 7000. Extrait de la bande originale de la dernière adaptation du Crime de l'Orient Express de Kenneth Branagh. Jean Descartes, vous publiez donc le dictionnaire amoureux des trains. Pourquoi l'Orient Express nous fait encore rêver en 2019? Ça nous fait fantasmer tous autour de cette table et peut-être chez ceux qui nous écoutent. Parce que ça a été le premier train international, c'est-à-dire sur l'idée du génial entrepreneur belge Georges Nagelmakers, qui s'était inspiré pour les wagons-lits, les premiers wagons-lits de ce que faisaient les frères Pullman aux États-Unis, mais il a eu l'idée, dans un concept européen, on peut le dire, d'inventer un train international, c'est-à-dire que les gens qui iraient très loin en traversant plusieurs pays ne seraient pas obligés de descendre pour prendre une correspondance. Il fallait oser, d'autant que c'était un matériel privé, qu'il construisait lui-même, ayant fondé la compagnie des wagons-lits, d'autant plus compliqué que ça se situe en 1883, donc du temps où l'Alsace-Lorraine est occupée par l'Empire allemand, que dans les Balkans, la circulation est assez aléatoire, y compris l'entretien des voies, les différences de matériel. Donc c'est un pari fabuleux. Et quand le premier train est parti le 6 octobre 1883, de ce qu'on appelait la gare de Strasbourg, la gare de l'Est aujourd'hui, c'est une aventure dont tous les journalistes témoins, en particulier l'envoyé spécial du Figaro et celui du Times et le romancier Edmond About, vont dire c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est digne de Jules Verne. Aller à Stamboul, alors le trajet était interrompu, il fallait prendre un deuxième convoi parce que la ligne n'était pas encore complètement sécurisée, comme on dirait aujourd'hui, mais c'est assez extraordinaire au point que la reine de Roumanie à Sinaia, à côté de Bucarest, a écrit un poème qu'elle a envoyé à Pierre Loti pour dire voilà les pèlerins d'un nouvel art du voyage. En plus, les gens étaient merveilleusement choyés à bord, donc c'est un événement considérable. C'est le train international. À ne pas confondre, par exemple, avec le transsibérien qui fait rêver aussi, mais qui reste à l'intérieur du même pays, fut-il gigantesque. Donc, le fait de dépasser les frontières, de montrer son passeport, d'avoir un visa, mais de continuer de ne descendre qu'à l'arrivée, était une révolution. Alors, au menu du premier repas, dans le premier voyage de l'Orient Express, potage tapioca, olive et beurre, barre sauce hollandaise, gigot de mouton à la bretonne, poulet du Mans au cresson, épinards au sucre, fromage, tarte aux fruits. On est loin des barres TGV d'aujourd'hui, évidemment. Oui, évidemment, il s'agissait de transporter les gens et de faire voyager les estomacs aussi avec des produits, des aliments achetés en cours de route dans les conditions de l'époque, ce qui était quand même extraordinaire. Et dans la version actuelle du Venise-Simplon Orient Express, je me souviens, il y a encore quelques années, avant d'arriver en Turquie, on arrivait au bord de la mer de Marmara et des bars superbes montaient à bord de la cuisine et des compartiments frigorifiques. Donc les estomacs voyageaient aussi. Benoît Dutin. Les bars TGV prétendent quand même offrir des menus de grands chefs, mais micro-ondés. Et en tout cas, non, je pensais au train de luxe, ça me rappelle une espèce de souvenir familial parce que mon arrière-grand-père était René Coty, président de la République, et à l'époque il y avait encore un train présidentiel. Et j'ai des tas de souvenirs de photos de famille comme ça, où mon bisaïeul part comme ça à Menton ou autre en vacances par le train présidentiel qui était encore très très luxueux. C'était à la fin des années 50. Et je pense que notre président actuel, vu son tropisme pour l'autocar, devrait faire un autocar présidentiel pour remplacer l'ancien train présidentiel. Je me souviens du temps du Mistral, qui était le train de luxe de jour Paris-Nice, qui partait à 13h15 de la gare de Lyon. J'ai suivi de près le chef de brigade. Il y avait 2 services et il y avait des codes formidables. Donc quand juste avant d'arriver à Dijon, il disait pour les garnitures les petits pois avant Alésia. Donc c'était devenu un code. Juliette Labaronne, vous publiez Slow Train. Revenons à des trains plus modestes. Empruntons quelques lignes ferroviaires françaises. Et si on prenait le Guingamp Paimpol ? C'est une échappée que vous proposez dans votre livre.
C'est une des dernières lignes en fait une rescapée du RB, c'est-à-dire le réseau breton. C'était un des plus grands réseaux départementaux sur le territoire jusque dans les années 60 quand la voiture est arrivée et la plupart de ces réseaux en fait ont disparu. Celui-là on l'a conservé ils estimaient qu'il y avait assez de trafic pour le conserver. Donc à l'époque, quand c'était le RB, c'était un système métrique. C'était des petites voies d'1 mètre de large. Et puis on les a mis aux normes avec le système classique qu'il y avait sur le reste du réseau français. Elle circule toujours cette ligne. À la belle saison en ce moment, vous pouvez également sur une petite partie prendre le vapeur du Trieux si vous êtes un nostalgique des trains à vapeur. Ça vous transporte sur une partie. Ça vous emmène de la terre à la mer. En fait, c'est un peu la Bretagne en concentré parce que vous avez la Bretagne intérieure et puis cette magnifique côte dans un superbe environnement. Vive le Guingamp-Paimpol. Deuxième échappée, le Villefranche, Font-Romeu, la Tour de Carol. Ah oui, c'est le souvenir d'enfance avec le petit train jaune. Le train jaune, le Canari. Pourquoi on l'appelle comme ça, vous savez ? Parce que il a les couleurs en fait de la Catalogne, rouge, sang et or plus exactement. Donc ça c'est un train, c'est le premier train à propulsion électrique en France pour des raisons en fait de dénivelé. C'est un train qui surfe sur la montagne des Pyrénées en Cerdagne, qui monte sur le plateau de Cerdagne. D'ailleurs il comporte la plus haute gare de France à Beaurepaire, qui a 1400 et quelques mètres. Donc ça c'est aussi une curiosité. Évidemment les paysages sont absolument sublimes. D'un point de vue si vous aimez les ouvrages d'art, quand on est à bord du train, effectivement, on les voit moins, mais on peut regarder de belles photos. L'été, ils mettent aussi ce qu'ils appellent une baignoire. C'est une voiture ouverte en impériale. Vous êtes, les cheveux au vent. Et donc, d'un point de vue technologique, ce qui est assez intéressant aussi, c'est quand ils ont construit ce train, donc la vapeur n'aurait pas suffi à hisser le train. Donc, il fallait passer par l'électricité. Et donc, un troisième rail de contact électricité, c'était le dénivelé, c'était tous les cours d'eau en fait de montagne. C'est hyper intéressant. Et aujourd'hui, l'électricité est toujours produite par les ouvrages qu'ils ont fait pour récupérer pour le train. Et elle est tellement excédentaire qu'elle c'est une énergie propre qui sert pour le réseau électrique. Jean Descartes. Oui, moi j'adore cette poésie des trains dits régionaux à l'ancienne. Je fais partie d'une association évidemment de ferrovie pathmaniaques dangereux parce qu'ils adorent le train. Je rêve d'emmener mes 2 petites filles qui ont 7 et 9 ans à peu près, qui à la maison voient des photos et entendent parler des trains à l'ancienne, parce que j'ai envie de transmettre cette poésie du voyage lent, que ce soit le plaisir, et je dis bien, pardon, je me répète, du voyage et non du déplacement. Je voulais juste ajouter quelque chose. On a parlé donc du Canari, de ce train jaune. C'est un TER régulier. Et les gens se battent sur place pour qu'il le reste. Ça n'est pas un petit train juste touristique. Voilà, justement. D'abord, moi, je partage ce goût des petites lignes. Je peux en citer aussi quelques-unes, comme par exemple le train qui va de Deauville à Cabourg, tout simplement, qui est ravissant en longeant la côte. Ou bien encore le train qui va de Saint-Dié à Strasbourg, dans mes chers Vosges, en passant par le col de Salles, mais qui est parfois un petit peu menacé. Et le danger, effectivement, c'est primo. Ça a été dit tout à l'heure, c'est que tout cela, aujourd'hui, est de plus en plus abandonné par la SNCF aux mains des régions. Donc, selon les vœux et les orientations d'un président de région, on va garder ou pas ces petites lignes du quotidien, et ça va contre l'esprit du service public. Et puis, secondo, c'est que ces lignes deviennent aussi des lignes de divertissement, des lignes de week-end, des lignes de vacances, etc. Alors que justement, dans la société où on vit, à l'époque où on vit, on devrait mettre un point d'honneur à mettre à disposition des gens des trains régulièrement, tous les jours, toute la journée, etc., pour qu'ils utilisent moins la voiture, pour qu'ils utilisent moins les autocars et tout ce qui encombre les routes, dégrade la circulation et rend notre vie et empoisonne notre vie. Donc voilà, là il y a vraiment une orientation qui n'est évidemment pas du tout celle de la SNCF ni des pouvoirs publics en matière ferroviaire. Je me suis gardé pour la fin un train mythique, un train culte en Suisse. Il part de Saint-Moritz, la célèbre station de sport d'hiver. Voici l'incontournable Glacier Express. Un train qui en 7 heures traverse 290 km de montagne et décolle à plus de 2000 mètres d'altitude. Pour le voyageur, c'est non seulement une prouesse technique, mais c'est surtout un spectacle. Et là, franchement, c'est de mieux en mieux. Là, c'est carrément une sorte d'aquarium, une bulle qui flotte au milieu des montagnes. Tout ça pendant des heures et ça n'en finit pas de beauté.
vous dites pas tous les jours ça dans un train, ça n'en finit pas de beauté. C'est pourtant c'est vrai. Bonjour Philippe Googler. Bonjour. On vient de vous entendre, vous animez la série documentaire, la très belle série documentaire Des trains pas comme les autres sur France 5. Qu'aimez-vous dans le voyage en train ? On l'a entendu un petit peu là. Oui, alors là j'étais émerveillé parce que ce train-là avait vraiment une merveille. C'est une bulle tout en verre qui franchit la montagne et c'est un spectacle permanent, fabuleux. Et moi, ce que j'aime dans le train, c'est vous savez, c'est difficile d'associer deux sensations très fortes. C'est l'impression d'être dans un petit nid douillet, dans une cabane, d'être protégé, d'être avec des gens que petit à petit vous connaissez. Parce que moi, je fais des trajets autour du monde qui sont très longs, donc forcément, on prend contact. Donc vous êtes dans une petite cabane et puis en même temps, vous avez la promesse d'une aventure et vous avez la rêve dans la tête. Et le mélange de la sensation de la protection et de l'aventure, c'est assez rare de l'avoir les deux en même temps, les avoir les deux en même temps dans la vie. Et c'est d'abord ça que j'aime dans le train, qui en plus reste quelque chose de très humain au contact du sol, avec des voies qui épousent les courbes du relief, qui va dans les villes, qui va dans les campagnes. Il y a quelque chose de très très tactile, très sensible. C'est ça que j'adore. Qu'est-ce qui vous frappe chez la plupart des voyageurs croisés à travers le monde ? Alors, voyager dans le train autour du monde, il y a une petite différence avec ce qu'on vit peut-être chez nous, c'est le rapport à la lenteur, parce que dans la plupart des pays du monde, voyager en train, c'est pas pour aller vite, c'est pour arriver à destination. Et donc, les voyages peuvent durer 10 heures, 15 heures, 18 heures. Et donc, tout le monde s'organise pour d'abord passer un bon moment. Et passer un bon moment, c'est sourire à son voisin, parler, casser la croûte ensemble. Et je discutais il y a pas longtemps en Amérique du Sud, je crois que c'était en Équateur, dans un train, et les gens se parlent immédiatement, dès qu'on rentre dans le train. Et je leur disais que parfois, chez nous, c'était un peu plus compliqué de parler à son voisin dans un train. Et ils ne comprenaient pas, mais pourquoi ? Vous devez vous ennuyer. Et c'est cette curiosité de l'autre qui en plus est augmentée du fait que moi je viens d'Europe, là-bas les gens me regardent comme bête curieuse un peu parfois, et puis inversement moi je suis curieux d'eux, donc le contact s'établit forcément. Donc c'est un moyen fabuleux de découvrir les gens. Jean Descartes. Le train est tellement important dans deux pays, la Russie et l'Inde, que ils ne dépendent pas d'un ministère des Transports, mais un ministère des chemins de fer. Ministère des chemins de fer. Et c'est très important. Les transsibériens, vous en avez un qui part toutes les demi-heures. Alors après, il y a un éventail de destinations vers Pékin, vers Vladivostok, ou etc. Il y a je dirais des variations, oui, on peut aller vers le nord, vers le sud, etc. Mais ce sont des civilisations. Et je me souviens d'un train en Inde, dans la gare de Bombay, je fais remarquer au chef de gare, un superbe sikh à grand turban, que le train était à l'heure. Il m'a dit parfaitement, c'est celui d'hier. Merci Philippe Googler. Des inédits de votre série documentaire Des trains pas comme les autres seront diffusés à partir de la mi-juillet sur France 5. Merci d'être intervenu. Bonjour Antoine Ly. Bonjour. Grand reporter de l'émission. Alors vous êtes intéressé à un phénomène qui est plutôt une bonne nouvelle pour l'industrie ferroviaire et la planète. Ouais, cette tendance nous vient de Suède. Là-bas, ils appellent ça le fluxcam. Ça signifie littéralement la honte de prendre l'avion. L'idée, c'est de boycotter ce mode de déplacement au profit du train, jugé beaucoup plus écologique. Près de 80 000 Suédois ont déjà adopté cette façon de voyager. En France, le phénomène séduit de plus en plus de personnes, comme Alexandra Vattier et Guillaume Martin. Ces deux ingénieurs ne prennent plus l'avion depuis 3 ans. Pour leur travail et leurs vacances, ils ne se déplacent plus qu'en train. Ils nous expliquent pourquoi. Je pense qu'on vit à une époque où il faut réhabiliter la notion de voyage plutôt que la notion de destination. Et le train permet bien ça en fait, parce que dans un train, on a du temps. On a vraiment le temps de voir défiler comme ça les champs, les collines, et de découvrir aussi d'autres paysages, d'autres manières de vivre. Et donc pour voyager peut-être moins vite, moins loin, mais finalement voyager mieux. Bien souvent, partir en train, c'est moins rapide que prendre l'avion ou prendre la voiture. Par contre, en fait, si on intègre le temps passé à faire autre chose, c'est-à-dire à ne pas conduire ou à ne pas passer des portiques de sécurité ou à attendre dans un avion parce qu'on n'a rien à y faire, le train est plus rapide en fait. Alors le train a beaucoup de vertus, vous l'avez dit, mais il y a aussi un inconvénient, c'est qu'en fait, paradoxalement, ça coûte plus cher que l'avion, bien souvent. Ça nous coûte plus cher directement. Par contre, si on regarde le coût sociétal qu'a l'aviation, aujourd'hui l'avion coûte beaucoup plus cher à la société que ne coûte le train. Par exemple, si on regarde la question des exonérations fiscales ou des subventions à l'aviation, en France c'est l'équivalent de 500 millions d'euros par an.
Et 500 millions d'euros, c'est aussi l'argent qui manque sur la table pour financer la nouvelle loi d'orientation des mobilités. Donc une loi qui devrait permettre le développement d'autres mobilités, notamment des mobilités bas carbone. Ce choix de ne plus prendre l'avion au profit du train, en Suède, ça connaît un grand succès, et ils ont même appelé ça le fluxskam, qui littéralement veut dire la honte de prendre l'avion. Est-ce que c'est pas culpabilisant, stigmatisant ? Ce qu'on a vu aussi avec le mouvement Fluxskam, c'est aussi le souhait et l'investissement de la Suède dans la restauration des lignes de nuit. Et donc ça, finalement, c'est vraiment quelque chose de positif. Sur la question de la culpabilisation, partir faire une semaine de vacances au Vietnam, dans un pays qui va pour une bonne partie disparaître sous les effets du changement climatique, et être en mesure de regarder dans les yeux un habitant du Vietnam en disant voilà, moi je profite d'une semaine de vacances et toi plus tard tu n'auras plus de pays. C'est pas culpabilisant, c'est juste les faits, et à un moment donné, je pense qu'on doit tous un petit peu prendre nos responsabilités. Vous avez fait ce choix-là par souci écologique, mais en même temps, voilà, vous avez, j'imagine, un téléphone portable, vous utilisez Internet, ça aussi, ça a un impact contre l'environnement. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie, ou enfin d'incohérence ? C'est vrai que le téléphone portable, l'ordinateur, ça reste un peu le dernier bastion où je suis pas totalement en cohérence. L'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui, c'est de dire toute économie de carbone est bonne à prendre. D'abord, on s'occupe de ses déplacements. Donc aujourd'hui, j'ai réussi à peu près à décarboner mes déplacements. Faisons les choses les unes après les autres. Reportage signé Antoine Ly, réaction Juliette Labaronne. Oui, c'est vrai que cette question de la honte de prendre l'avion, moi j'aime pas tellement le mot honte parce que je trouve ça très culpabilisant, mais elle émerge là à toute vitesse. En France, on a quand même des associations, oui, aux trains de nuit, pour réhabiliter les trains de nuit, et ça aiderait beaucoup. Julien Bisson, vous êtes là depuis le début de l'émission, vous nous écoutez attentivement, et vous avez repéré quelques fictions qui se déroulent dans le train. Oui, parce que le train, c'est un véhicule exceptionnel pour la fiction. Pourquoi ? C'est génial déjà de lire dans le train. Oui, c'est déjà génial de lire dans le train parce que souvent on est au calme et on a plusieurs heures devant soi. Mais surtout, le train, c'est un huis clos qui avance. Vous êtes à la fois dedans et dehors, avec ce monde qui défile sous vos yeux. Vous pouvez vous déplacer, mais dans des limites bien désignées. Vous êtes bloqué, mais pour une durée donnée. En fait, le wagon de train, c'est comme une scène de théâtre mobile, avec ses entrées, ses sorties, ses acteurs, et c'est possible. Tout c'est possible, d'ailleurs. Je pense au Poudlard Express, vous savez, ce train emprunté par Harry Potter et ses amis, qui les emmène vers un territoire magique, ou ce train mystérieux qui conclut le voyage de Chihiro, et dont elle doute un peu toujours de la destination. Parce que c'est ça aussi. Le train, c'est le lieu du mystère. C'est le lieu, justement, de ces inconnus qui se présentent à vous. Ça peut être, du coup, le lieu de l'amour et de la mort. Le lieu de l'amour, dans ce très beau film qui est Before Sunrise de Richard Linklater, où il y a cette scène de rencontre entre Ethan Hawke et Julie Delpy dans un train. Et puis c'est le lieu de la mort. Alors c'est la mort dans le Crime de l'Orient Express. On avait parlé de l'Orient Express tout à l'heure. Train de luxe, mais train de mort. C'est le train le plus célèbre de l'histoire, avec ce mystère de coincé dans la neige. L'un des passagers est forcément le meurtrier. Ou encore le transpersonnage, le train imaginé par Loeb et Rochette après un cataclysme climatique. Toute l'humanité doit être abritée dans un train. Donc c'est peut-être ça, le train, c'est un résumé de notre condition, c'est une bête humaine qui traverse qu'il entre en gare de La Ciotat ou qu'il traverse l'Inde dans le Darjeeling Limited. Il va à la rencontre des autres et à la rencontre de soi. Jean Descartes. J'ajoute que le cinéma, il faut le rappeler, est né avec le train, l'arrivée du train à La Ciotat des Frères Lumière, et que la fenêtre d'un compartiment et non d'une cabine est un écran. Merci à tous, merci Juliette Labaronne. Votre livre Slow Train donne envie de voyager partout en France et publié chez Artaud. Jean Descartes, je recommande vraiment votre dictionnaire amoureux des trains chez Plon, et je recommande évidemment La nostalgie des buffets de gare chez Payot. Et vos 20 ans de votre émission France Musique, ça sera quand ? Alors, diffusion de la grande soirée des 20 ans d'Étonnez-moi Benoît, le 8 juin à 11h sur France Musique. Merci beaucoup à la programmation musicale de Muriel Pérez, aux standardistes de France Inter et à la documentation de Radio France. Julien Bisson, savez-vous quel est le thème de notre émission Santé Lundi ? Je vais vous le dire. Eh bien, nous allons évoquer le microbiote de l'intimité féminine. Comment protéger la flore vaginale pour prévenir les infections, favoriser les bonnes bactéries. Toutes vos questions au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien vous fasse. À suivre, Nagui et sa bande originale.